Sans plus attendre, j'ai l'honneur et le plaisir et l'immense honneur de présenter le général qui nous a fait la joie de nous rejoindre et de nous parler avec François, qui travaille beaucoup avec la gendarmerie nationale, véritablement de tout ce qu'il œuvre, ce qu'il fait en matière de transformation. Mais avant, je laisse François présenter le général. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maryse. Bonjour à toutes et à tous, les présents et ceux en ligne. Bon, c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir Armando de Oliveira et cet atelier qui est centré sur une organisation de notre vie quotidienne, la gendarmerie nationale, qui est chère à mon cœur. Alors, je vous propose, avant de donner la parole au général de Oliveira, d'introduire rapidement cette séquence. D'abord en vous donnant quelques informations sur la gendarmerie nationale, grande institution que tout le monde connaît, mais j'aimerais vous donner quelques précisions à ce sujet. Ensuite, je vais présenter Armando, que nous remercions et on est vraiment fiers, Maryse et moi-même, de l'accueillir ici. Et puis, on lui laissera la parole et je vous expliquerai comment cet atelier va être structuré en deux parties. Une partie où il va nous parler de la transformation RH de cette grande institution et, pendant une demi-heure environ, et une partie plus libre où on échangera de manière décontractée. Alors, quelques mots d'abord sur la gendarmerie. Institution de sécurité publique avec la police nationale, partage du territoire, la police nationale plutôt les villes pour simplifier, la gendarmerie 99% du territoire, mais plutôt la ruralité ou la province de manière générale, et avec un partage de protection de la moitié de la population. Donc l'institution a rejoint le ministère de l'Intérieur il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, et elle a une particularité sur laquelle nous reviendrons, c'est une institution militaire. Donc la gendarmerie nationale, alors c'est 100 000 militaires environ, 4 000 personnels civils, hein, plus ou moins, et puis une force originale et singulière qui sont les réservistes, 30 000 réservistes opérationnels et citoyens qui sont des citoyens qui s'engagent au sein de cette institution. Donc voilà quelques mots pour que vous cadriez. Alors Armando de Oliveira au sein de cette structure, donc général de corps d'armée, donc pour ceux qui ne connaissent pas les grades, au-dessus il y a les généraux d'armée, général d'armée c'est 5 étoiles, donc 4 étoiles, ils sont peu nombreux dans l'institution. Et donc Armando est un des 3 directeurs d'administration centrale au sein de la direction générale de la gendarmerie. Donc ces 3 directions sont la direction financière, hein, celle qui s'occupe de tous les leviers budgétaires et du contrôle de gestion. La direction des opérations et de l'emploi, qui est vraiment la direction métier de la gendarmerie. Et puis donc Armando, lui, dirige la direction du personnel militaire de la gendarmerie. Donc autant vous dire, c'est lui qui gère les 100 000 militaires et il présentera lui-même ses missions et ses fonctions. Alors quelques mots sur Armando, et je pense qu'il aurait du mal à se présenter tel que je vais le faire. Mais Armando, un prototype extraordinaire des possibilités offertes par cette institution d'évolution, hein, un prototype de méritocratie républicaine, gendarme initialement, qui est devenu officier de gendarmerie. Je crois qu'il était major de sa promotion d'officier de gendarmerie. Et ensuite, Armando a vraiment effectué un parcours d'officier assez remarquable, alternant, comme tous les officiers de gendarmerie, des fonctions opérationnelles en gendarmerie mobile, commandant de compagnie, commandant de groupement, commandant de région, et puis des fonctions au sein de la direction générale. Et alors Armando, lui, il a une caractéristique, ça a été un homme de cabinet. Donc les hauts potentiels de la gendarmerie fréquentent les cabinets ministériels. Le cabinet du ministère de l'Intérieur, c'est assez naturel. Cabinet du Premier ministre aussi. Donc c'était intéressant. Donc voilà quelques mots pour présenter Armando. Donc dans les minutes qui viennent, nous allons laisser Armando présenter la transformation RH de la gendarmerie pendant 25 à 30 minutes. Et puis nous conclurons avec quelques questions. Merci à toi, Armando. C'est fait.
Merci beaucoup, cher François. Après les mots que tu viens de tenir, je ne sais plus trop où me mettre, mais bon, on va essayer d'assurer quand même le travail. Et écoutez, vous dire combien je suis bien sûr ravi et vraiment honoré, tout l'honneur est pour moi et à travers moi pour la Gendarmerie nationale d'être ici aujourd'hui parmi vous. L'idée, le concept d'esprit de service pris bien sûr au sens général et générique du terme, vous imaginez bien que ça fait partie aussi de l'ADN de la gendarmerie, puisque comme vient de le dire François, la gendarmerie effectivement est une force armée, ça se sait peu, ça fait longtemps, depuis l'origine, il y a quelques siècles quand même, à peu près 8, que la gendarmerie effectivement accompagne la structuration du pays, la structuration de l'État et assure la protection des populations. Alors, pour aller très vite, parce que je sais que le temps est compté, vous appartenez à un milieu qui a une forte préoccupation s'agissant du concept redécouvert à la faveur de la loi Pacte de raison d'être. Alors, François en a dit déjà quelques mots, mais peut-être vous resituez ce qu'est notre raison d'être à nous, puisque normalement un service public ça va de soi, mais en fait c'est pas si simple que ça effectivement à définir. Alors la raison d'être de la gendarmerie, c'est bien sûr protéger et servir la population dans toutes les dimensions de la sécurité, bien entendu, à partir d'un statut, on l'a dit, militaire, de capacité militaire et d'une organisation militaire, je me permets d'insister, qui autorise une couverture territoriale, puisque gendarmerie importante, puisque gendarmerie c'est effectivement 96% précisément du territoire national, des petites villes, la périurbanité, la ruralité, au profit de 51% de la population. Donc une couverture territoriale et missionnelle vraiment globale et qui garantisse l'égalité des Français, c'est ça qui est important, devant le service public de la sécurité et l'accès à la justice. Voilà un petit peu comment nous inspirons un petit peu de la démarche qui est la vôtre dans le cadre du concept, encore une fois, qui a rebondi, on va le dire, à la faveur de la loi Pacte, comment nous situons. Alors, transformation RH dans la gendarmerie nationale, effectivement, c'est un chantier extrêmement important, un défi extrêmement important pour nous, que nous avons engagé il y a maintenant 2 années. C'est un programme de transformation plutôt qui s'inscrit dans un programme beaucoup plus vaste, qui est celui de la transformation de l'institution. Un programme de transformation que le directeur général, arrivé il y a à peu près 2 ans maintenant, a souhaité engager avec ses directeurs et qui s'appelle simplement GEND pour Gendarmerie 2024 pour 2020-2024. Donc ce programme de transformation de la gendarmerie nationale comporte 4 piliers. Un premier pilier, mieux protéger, c'est-à-dire mieux assurer ce service à la population, répondre au présent, la proximité, etc. La crise sanitaire a, je dirais presque malheureusement, démontré la pertinence effectivement de ces concepts et nous a permis d'éprouver très vite tout ça. Mieux protéger, c'est aussi aller vers de nouvelles frontières de la sécurité. Je pense, et vous pensez aussi certainement comme moi au cyber, qui est vraiment une nouvelle frontière de la sécurité pour nous tous. Et c'est vraiment s'inscrire de plein pied dans certaines thématiques priorisées en termes de sécurité. Je ne serai pas plus long là-dessus. Le deuxième pilier, c'est celui qui m'intéresse en tant que DRH de la gendarmerie et qui vous intéresse à l'occasion de cette convention, c'est mieux progresser, en fait. C'est le sens qu'on lui a donné. C'est donc le pilier RH de ce plan de transfo. Le troisième, c'est mieux équiper, bien sûr, parce que la protection collective et la protection individuelle des personnels, vous le savez, dans le cadre d'une augmentation de la violence extrêmement forte, est pour nous une préoccupation majeure. Et le quatrième, c'est mieux fonctionner. Là, on joue sur plein de leviers, les nouvelles technologies, etc. Donc je vais être assez bref sur ces éléments de cadrage pour en venir tout de suite au cœur du sujet. Donc dans le cadre de ce plan de transformation GEND 2024, le pilier 2 et le pilier RH. Et ce pilier RH, on l'a appelé MAGRH, le A étant l'arrobase en fait, M@GRH. C'est un programme que nous avons construit autour de 3 mots-clés en fait au départ, la globalité, redevabilité et anticipation. Globalité parce qu'on a fait le choix effectivement d'un programme ambitieux, c'est 16 projets, je vous le dirai après, ça veut dire 16 équipes projets, c'est très lourd à porter, très lourd à coordonner, mais on a voulu vraiment créer un choc de transformation de la gestion des ressources humaines. Donc on a pris le pari qu'en 4 ans, enfin un peu moins pour l'essentiel des sujets, nous aurons fait un travail qui provoquera un vrai choc en termes de gestion des ressources humaines.
Donc ça, c'est pour la globalité. La redevabilité, parce que ce programme de transformation de la gestion des ressources humaines s'adresse vraiment au personnel à l'égard desquels nous sommes redevables. Effectivement, on est une organisation extrêmement déconcentrée. Vous le savez, je disais 96% du territoire national. Il est certain qu'on est extrêmement déconcentré. Et donc, on doit être vraiment conscient de cette notion de redevabilité à l'égard de personnel qui travaille souvent de manière autonome, voire quelquefois isolée. Et la troisième notion, c'est celle d'anticipation, bien sûr, sans laquelle il n'y a pas de dimension stratégique de toute façon, si on ne regarde pas au loin. Donc, on a tiré les conséquences en termes d'anticipation, d'évolution sociétale forte. Hein. Bien sûr, vous les connaissez, je ne vais pas m'arrêter longtemps là-dessus. La nécessaire productivité versus la crise économique, en fait, qu'on connaissait déjà, bien sûr, avant la crise sanitaire. Des crises étaient déjà largement en présence, hein, y compris crise démocratique, on l'a bien vu avec les Gilets jaunes. Donc une première confrontation, productivité versus crise éco. Ensuite, cette sidération quand même devant laquelle on a été, devant certaines évolutions sociétales brutales. Je parlais des Gilets jaunes, la crise sanitaire est venue s'y ajouter. Une notion à laquelle on accorde quand même, vu la raison d'être qui est la nôtre, notamment la protection, beaucoup d'importance, c'est cette notion qu'Éric Sadin, pour ceux qui l'ont lu, a développée, qui est celle de l'individu tyran. Je crois que si on ne regarde pas les choses effectivement sous cet angle, on ne comprend pas ces évolutions brutales qu'on connaît depuis quelques années. Cet individu tyran, bien sûr, à travers manifestations, contestations, violences, etc., repli sur soi, égocentrisme, on va lâcher le mot. Donc cet individu tyran qui ne sait pas qu'il est d'ailleurs lui-même victime de cette tyrannie qu'il impose dans tous les domaines où il souhaite lui-même l'imposer. De manière inconsciente, ça va de soi. Et puis bien sûr les N-Tech, les nouvelles technologies qui constituent vraiment une nouvelle frontière, mais une opportunité absolument phénoménale. En tout cas, nous le pensons dans le cadre de la gestion des ressources humaines. Premier élément, donc, des évolutions sociétales fortes. Deuxième élément, un contexte intergénérationnel que vous connaissez tous, hein, les 3 générations X, Y, Z. Je vais venir dans quelques instants. Et bien sûr, cette tendance de fond qui est aujourd'hui presque une urgence, qui est celle de la digitalisation de la société. Donc tout ça réuni nous a amené effectivement à nous dire il faut vite effectivement, donc dans le cadre du plan de transfo de la gendarmerie, s'inscrire dans un plan de transfo de la gestion des ressources humaines pour préparer notre ressource humaine justement à ces enjeux de demain. Et pour ce faire, vous l'avez compris à travers cette introduction, on utilise 2 outils, la loupe, hein, qu'est-ce qu'on fait pour tout de suite, qu'est-ce qu'on voit tout de suite, et puis surtout la longue vue, hein, qu'est-ce qu'on anticipe sur les années à venir. L'arrivée de la génération Z, donc juste 2 mots, c'est une génération dont des sociologues en tout cas ont dit beaucoup de choses. En tout cas, nous, on y voit une opportunité parce que ce sont des jeunes qui sont, quoi qu'on en dise, problème de concentration, la génération du pouce, etc., mais qui ont des valeurs extrêmement fortes. Et on le mesure d'une manière très simple, c'est qu'on n'a pas de problème de recrutement. Les valeurs que nous incarnons, qui sont plutôt des valeurs de stabilité, des valeurs d'ordre, etc., eh bien ces jeunes se reconnaissent effectivement dans ces valeurs à travers les hommes et les femmes de la gendarmerie qu'ils voient agir sur le terrain et viennent en matière de recrutement frapper à la porte. Donc on n'a vraiment pas de problème de recrutement ni quantitatif ni qualitatif. Des valeurs fortes, donc, mais aussi des spécificités. Hein, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Celle qu'on retient, en tout cas, nous, dans le cadre du programme de transformation RH, c'est qu'ils se projettent moins dans l'avenir. Donc, on a une préoccupation nouvelle pour nous, c'est la fidélisation. Qu'ils sont moins en recherche de sécurité à travers le statut, ils sont prêts à tout remettre en cause dès les premières années de leur parcours. Une recherche d'équilibre très marquée entre vie professionnelle et vie privée. Et enfin, ils veulent être acteurs de leur propre parcours, c'est-à-dire véritablement se projeter avec ce que nous appelons dans notre jargon le gestionnaire, se projeter dans leur propre avenir. Donc voilà un petit peu pour ces caractéristiques de la génération Z que nous retenons. La digitalisation ensuite de la société, hein, là encore je ne veux pas ouvrir de porte ouverte, enfoncer de porte ouverte. On a un bouleversement des métiers, bien sûr, qu'on mesure aussi dans nos rangs. Mais c'est aussi la mise à disposition, cette digitalisation, de moyens formidables. Et l'idée qui sous-tend ce plan de transfo RH, pour nous, c'est vraiment de gagner du temps administratif dans le traitement des dossiers. Vous savez, dans la fonction publique, le traitement, effectivement, du dossier administratif pour la gestion des personnels, c'est quand même quelque chose de structuré, donc forcément de très lourd. Donc, gagner du temps administratif au profit de temps humain. C'est-à-dire qu'on va s'occuper plus des gens dans le cadre d'entretien individuel, dans le cadre d'une relation personnelle. Hein, et pour ça, il nous faut gagner du temps administratif à travers les nouvelles technologies.
Donc, ces éléments conjugués donc, nous font anticiper des problèmes potentiels de recrutement. Non pas qu'on en est à l'heure actuelle, mais on est bien obligé d'être vigilant sur l'avenir parce que toutes les institutions bougent. Donc, anticipons le cas échéant des problèmes de recrutement, des difficultés ou en tout cas des besoins de formation qui évoluent et donc des besoins de gestion également du personnel qui évolue. Tout ça conjugué nous amène à gagner cette triple bataille du recrutement, de la compétence et de la concurrence, bien entendu, par rapport au vivier que nous partageons de recrutement avec d'autres acteurs. Alors, le programme de transfo, maintenant, pour en venir très concrètement au programme, c'est 4 valeurs socles pour nous, autour desquelles on a cherché à comprendre vraiment ce qu'étaient les attentes de nos personnels et autour desquelles on essaie d'apporter les réponses. Ces 4 valeurs, c'est proximité, équité, simplicité, solidarité. 4 valeurs socles, donc, et une ambition, qui est de garantir un équilibre entre les exigences du métier, ou des métiers, si vous voulez, puisque la gendarmerie, c'est environ 300 métiers. Donc l'exigence du métier au sens générique, d'une part, d'une deuxième part, le bien-être au travail, bien sûr, et d'une troisième part encore, l'épanouissement personnel. On essaie effectivement de tendre vers cette ambition. 4 valeurs socles, une ambition, 3 axes directeurs. Le premier d'entre eux, je sais que nous le partageons, c'est vraiment mettre l'humain au cœur de nos actions, pour le coup en matière de gestion des ressources humaines. Je le disais à l'instant, une gestion trop administrative, parce qu'encadrée par un statut, fait à un moment donné privilégier ce que nous appellerons l'intérêt du service au détriment effectivement de l'équilibre que j'évoquais à l'instant. Donc le premier axe, c'est vraiment une GRH qui met l'humain au centre des décisions et une GRH à hauteur d'homme et de femme. L'humain restant bien sûr, en dépit de l'appel aux nouvelles technologies, comme je le disais, restant vraiment et tout le temps la valeur cardinale, l'humain sera toujours supérieur aux nouvelles technologies. Aucune décision, bien sûr, ne pourra découler des nouvelles technologies. C'est d'ailleurs un principe constitutionnel qui a été affirmé récemment par le Conseil constitutionnel. L'humain au cœur des décisions RH et surtout, encore une fois, une GRH à hauteur d'hommes et de femmes, parce qu'il y a une acceptation finalement du caractère stéréotypé des parcours qui est de plus en plus faible. Génération Z, on l'a évoqué, 2% d'en aura aujourd'hui, la génération Z, j'ai oublié de le préciser, 30% à l'horizon 2030, en raison de la pyramide des âges qui est la nôtre. Qu'on le veuille ou non, c'est vraiment un phénomène et presque un choc en raison de sa masse qu'il nous faut gérer. D'où cette importance qu'on y accorde en termes d'anticipation. Donc, faible acceptabilité des parcours stéréotypés, la génération Y, en tout cas la dernière décade, n'en est pas très loin non plus de cette aspiration. Et puis, cette logique de compétence vers laquelle on doit effectivement aller, on doit abandonner ces logiques de formation auxquelles on agrège, en tout cas c'est notre vision, des codes savoir pour mettre tout ça dans le dossier individuel. On est vraiment dans une logique de compétence et la compétence, à un moment donné recherchée, est l'objet, elle, en tout cas, d'une agrégation de formation. C'est pour ça qu'on glisse vraiment vers une logique de compétence, donc avec une GPEC adaptée, bien sûr, à cette logique de compétence. Le point suivant que je souhaite évoquer, c'est la mobilisation des nouvelles technologies. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, simplement pour dire que ça ne se fera pas tout seul, ça ne se fait pas tout seul, même si on a la chance d'être une institution au sein de laquelle les personnels ont une vraie confiance à l'égard de leur hiérarchie dans ces domaines, pour une raison simple, c'est que nous sommes nous-mêmes détenteurs et gestionnaires de fichiers qui concernent la population. Donc on sait ce que c'est qu'effectivement la maîtrise des traitements de données nominatives, et donc les gens ont confiance. Donc c'est pour nous un atout extrêmement important. Donc transparence et confiance, bien sûr, sinon on n'arrivera pas à digitaliser la gestion des ressources humaines. Lisibilité aussi, parce que vraiment les gens ont besoin de comprendre et de savoir ce qu'on fait de ces outils au profit d'une lisibilité pour eux de ce que peut être leur propre parcours et comment ils peuvent se projeter. Et une participation, bien sûr, de leur part, favorisée par ces outils à leur propre parcours. Alors, on a développé tout un tas d'outils que je ne peux pas vous montrer aujourd'hui, malheureusement. Je crois que ça aurait été assez intéressant, mais je pense que vous les avez aussi en tout ou partie, en tout cas, développés. Un chatbot qui fonctionne vraiment à l'IA. En gros, c'est toutes les questions que les gens peuvent se poser. Tiens, je voudrais servir Outre-mer, qu'est-ce qu'il faut remplir comme condition ? Qu'est-ce qu'il faut pour être à l'avancement quand je suis dans tel grade, etc. Eh bien, on a construit un chatbot et on a fait appel à une start-up pour nous intégrer l'IA qui marche vraiment
de manière optimale et qui nous fait gagner un temps précieux et pour le coup des ressources comment dirais-je, consacrées aux entretiens individuels, parce que ce chatbot, les gens se sont rués vraiment massivement pour le consulter. Ça nous fait vraiment gagner à peu près... allez, pour 3 départements, une personne à temps plein, quoi. Donc vous voyez que c'est quand même pas neutre comme gain, et ça a vraiment un succès phénoménal. On a des tas d'autres produits qui sont vraiment très, très intéressants sur la projection qu'on autorise au personnel. Je vais changer de fonction, de grade dans ma hiérarchie. J'aimerais me projeter. Donc là, on a un outil avec des algorithmes, bien sûr, qui va chercher de manière volontaire, puisque l'intéressé sollicite l'application dans le dossier individuel, qui va chercher les paramètres dont il a besoin pour afficher une carte de France avec des points en vert. C'est là vous cochez toutes les cases. Quelques points en jaune, là vous cochez les cases, mais vous serez primé si par exemple quelqu'un, puisque vous sollicitez une affectation frontalière, quelqu'un parle la langue à un niveau plus élevé que vous risquez d'être primé. Et 2 ou 3 points orange, et là vous pouvez toujours faire la demande, mais de toute évidence, vous n'avez pas les compétences et vous ne cochez pas les cases. Par exemple, si je veux servir en montagne et que je n'ai pas les diplômes montagne du bon niveau, tout simplement, en peloton de gendarmerie de haute montagne, par exemple. Donc voilà, tout un tas de produits qui vraiment permettent aux gens de se projeter dans leur parcours, créer de la confiance entre le gestionnaire et le personnel géré. Le troisième axe pour nous, le deuxième étant donc mobiliser de nouvelles technologies, c'est une dynamique de DRH Group que vous comprendrez aisément, puisque c'est une dynamique que vous avez déjà dans vos rangs. La fonction RH au sein de la gendarmerie, en raison de son éclatement territorial, est bien sûr très déconcentrée et se pose à terme finalement, et c'est ce qu'on a considéré être un problème de compétence en fait de la fonction RH, qui a tendance à fonctionner un petit peu de manière isolée en région, en dépit des directives qui sont données et de l'animation qu'on essaie d'opérer. Donc il nous faut aussi, dans le cadre de cette dynamique, reprendre en quelque sorte la main, véritablement animer la fonction RH, là aussi avec des outils nouveaux, leur donner des outils qui sont à la fois des outils d'objectivation de leur situation, des outils d'aide à la décision et des outils d'évaluation pour nous. Si on n'évalue pas les politiques qu'on conduit, ça sert à rien, quoi. On empile les mesures, mais sans l'évaluation, ça reste du millefeuille, sans véritablement capacité à changer de cap, hein. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc on a mis en place un infocentre, etc. dans ce domaine-là. Donc voilà pour les 3 grands axes, hein, je les répète si vous le souhaitez. Le premier, mettre l'humain au cœur de toutes nos décisions. Le deuxième, mobiliser de nouvelles technologies. Le troisième, la dynamique de DRH Group. Alors, je le disais à l'instant, ce plan de transfert RH, 4 valeurs socles, une ambition, 3 axes directeurs. Ensuite, c'est 4 domaines de transformation RH. Je vais les citer très vite et les illustrer d'un exemple ou 2 à chaque fois. La modernisation de la politique RH, bien sûr, et la montée en compétence de la fonction RH. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait, pour prendre un exemple très concret, l'inventaire exhaustif de l'ensemble des décisions administratives, pour le coup susceptibles de contentieux, que l'on prend dans le champ RH. Ça paraît basique, mais il faut à un moment donné reposer le problème, parce qu'il y a des tas de choses qui sont en fait des avis en opportunité, ça m'arrange, ça m'arrange pas, qu'on mute un tel à telle date, tout ça c'est l'opportunité. Donc on a fait le bilan des 150 mesures RH, décision administrative RH, et puis pour chaque décision administrative, bien sûr, on a produit une fiche qui est un guide pour décider dans ce domaine-là, d'abord avec une première partie normative. Il faut aller sur Légifrance pour prendre la partie législative, la partie décrétale, etc., puis aller dans les ressources internes pour récupérer les circulaires, les instructions, les notes diverses et variées qui viennent en rajouter quelquefois de manière aberrante à la production finalement de la décision. Donc on fait un premier travail normatif qui consiste à simplifier tout ça. Ça veut dire qu'à terme, là sur les 150, on est à peu près à 120, on n'a pas encore terminé le chantier. On va purement et simplement abroger toutes ces circulaires, instructions, etc., qui sont une vraie difficulté pour les gestionnaires déconcentrés, au profit de quelque chose de très ramassé. Donc le premier volet de la fiche qui correspond à la décision est un volet normatif. On dit tout ce qu'il faut dire de manière simple. Le reste relève de la loi et du règlement, mais si on dit les choses simplement, les gens n'ont pas besoin de s'y reporter. Et surtout un deuxième volet, vous allez en comprendre l'enjeu et l'intérêt. Le deuxième volet, c'est vraiment le traitement du cas concret
indépendamment du cadre normatif qui est traité dans le premier volet, c'est un logigramme tout simplement, avec du oui, non, hein, vous connaissez tout ça, de manière à ce que, quel que soit le gestionnaire régional qui prenne la décision, on ait la garantie équité, je vous disais tout à l'heure, que la décision, effectivement, sera le résultat d'un raisonnement conforme et d'un raisonnement partagé par tous les gestionnaires. Donc ça, c'est la première phase, 150 fiches, avec 2 volets, normatif et logigramme, pour 150 décisions. La deuxième phase, c'est qu'on va intégrer chacune de ces fiches dans notre SIRH, et le personnel qui veut faire une demande, ira dans son dossier individuel, on a fait des prototypes, ça marche très bien, il va dans son dossier individuel, appelle la demande qu'il veut effectivement formuler, un formulaire s'affiche à l'écran, l'intégralité des paramètres qui sont dans son dossier individuel dont on a besoin pour la décision en question est incrémentée de manière automatique. Il a juste à remplir 2 ou 3 champs, par exemple la période pour laquelle il demande tel congé et son adresse de repli. Ça part ensuite à son N+1 qui donne un avis en opportunité et le décideur n'a plus qu'à cliquer oui, non, puisque la partie normative et la partie règles de gestion a été traitée par la machine. La partie opportunité, c'est-à-dire fonctionnement du service, la case a été cochée par le N+1, gestionnaire de proximité, et lui n'a plus qu'à prendre la décision, puisque c'est lui qui en a la compétence, et l'appareil lui crache effectivement la décision avec des attendus, des considérants, comme il faut effectivement en termes de décision administrative. On en est à l'étape du prototype, on l'a fait sur un congé qui est une décision très complexe à prendre en termes de savoir-faire pour les gestionnaires RH, et ça marche vraiment très bien. C'est un gain de temps absolument inouï. Je serai en mesure de vous le chiffrer, c'est pas le lieu, mais c'est vraiment un gain de temps inouï. Donc, modernisation de la politique RH avec une véritable volonté de monter en compétences. Je viens de vous donner l'exemple du guide RH, des procédures RH. L'infocentre, je vous l'ai cité. Il y a les stages, bien sûr, de formation à la prise de poste. Ça, c'est absolument essentiel. Dans tous les domaines du RH, on a lancé ça dès l'an dernier. Le deuxième grand bloc, puisque je vous ai annoncé 4 domaines de transfo, c'est l'attractivité. Donc avec un effort sur l'attractivité territoriale, pour nous, qui est un enjeu extrêmement fort, et en matière de recrutement aussi, parce que même si on n'a pas de problème, on voit bien que la concurrence, entre guillemets, progresse. Donc il faut sortir de ces certitudes. Donc on a 5 chantiers en fait numériques en matière de recrutement qui sont lancés. 3 sont déjà terminés, 2 sont encore en cours, pour simplement aller sur les canaux finalement sur lesquels communique la jeunesse à l'heure actuelle et parler un langage qui soit un langage qu'ils comprennent. C'est pas la peine de rester sur les vieux sites, la gendarmerie recrute, etc. Parler un langage qui était celui de la décennie ou les 2 décennies écoulées et qui nous semblait convenir. De toute évidence, il faut aller sur d'autres vecteurs et parler autrement. Donc on a fait cet effort et on est avec ces 5 chantiers sur la bonne voie, je crois. Le 3e domaine de transformation, c'est les parcours professionnels. Juste 2 mots là-dessus. On a créé une mission des hauts potentiels. La difficulté qui est la nôtre, et bien sûr vous avez suivi tout ça avec, pour le reste de la fonction publique civile cette fois-là, le problème de la fin de l'ENA, la création de l'Institut national du service public. Il se trouve qu'on a créé il y a 3 ans et qu'il est en œuvre maintenant depuis le mois de janvier précisément, à travers cette mission des hauts potentiels, un Development Center. Alors la mission des hauts potentiels, c'est très simple, c'est identification, sélection et accompagnement des hauts potentiels. Donc on a une mission qui s'occupe effectivement de cette fonction absolument essentielle. Et en termes d'outils, on a créé un Development Center en partenariat avec Paris 2 et bien sûr la Direction générale de l'administration et de la fonction publique qui chapeaute l'intégralité des corps qui font partie de la grande famille de la fonction publique. En partenariat avec eux, on a créé un Development Center, en fait, dans le cadre duquel, effectivement, on fait des assessments tout à fait traditionnels que vous connaissez, sauf qu'on les a adaptés, effectivement, aux métiers qui sont les nôtres. On a des tests de personnalité avec les TD12 que vous connaissez, etc., des profils talents. Et au terme, effectivement, du passage dans le Development Center, on propose au personnel qu'on a fait passer au Development Center un programme d'accompagnement. Donc voilà un petit peu comment tout ça s'organise. C'est dans le champ des parcours professionnels. Bien sûr, les entretiens individuels pour tous, pour tous les corps, ça c'est absolument essentiel, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande du personnel géré à des périodes clés de sa vie
professionnelle ou de sa vie personnelle, qui est également est en constante évolution. Quatrième chantier, c'est l'accompagnement, ce que nous appelons accompagnement du gendarme. En fait, là, pour faire très simple, on s'est inspiré de ce que font les entreprises, de ce que vous faites dans le champ de la RSE, et on a essayé de construire une politique sociale du quotidien pour les gendarmes, avec de l'accompagnement du handicap, avec véritablement une prise en compte de leurs préoccupations quotidiennes. On est plutôt, nous, en termes d'accompagnement social naturellement sur un accompagnement du drame, de l'urgence, et peu finalement sur l'accompagnement du quotidien. Donc il nous faut là aussi franchir un pas important. Je me dépêche parce que j'imagine que j'ai déjà consommé, j'ai pas regardé la montre, mais le temps. Voilà l'essentiel de ce que je pouvais vous dire en peu de temps sur ce plan de Transfo RH. Juste 2 mots peut-être sur la manière dont on s'y est pris, parce que c'est quand même un très lourd chantier, je vous l'ai dit, 4 ans, c'est pas tout à fait rien, 16 chantiers, 16 équipes projets. La première condition, en tout cas clé du succès qu'on avait nous identifiée, c'était la mise en confiance. Mise en confiance, effectivement, vous inquiétez pas, on ne va pas venir avec un plan de transformation qui va venir doubler ou presque votre charge de travail, etc. On va faire quelque chose de simple, on va mettre en ordre de marche, en quelque sorte, l'outil. L'outil, c'est les équipes. C'est à peu près 420 personnels en direction centrale. Le reste est éclaté dans les directions régionales. Donc, il faut mettre en état d'outils si on veut conduire une transformation. Mettre en état d'outils, ça veut dire conduire, non pas ce qu'on fait un peu partout maintenant, une démarche d'étonnement pour les nouveaux sous-directeurs arrivés, parce que j'ai oublié de vous dire, j'ai changé bien sûr les 4 sous-directeurs, considérant que ce n'est pas avec les mêmes qui avaient des pratiques anciennes, finalement, vraiment chevillées au corps, qu'on va pouvoir construire un plan de transformation. Il faut des gens qui arrivent avec une vision toute neuve, et j'ai bien surveillé à ne pas prendre des sous-directeurs experts pour leur éviter la tentation d'aller se mêler de l'expertise. Ce n'est pas leur travail, c'est celui des chefs de bureau et des équipes, dont des sous-directeurs, 4 sous-directeurs managers, tout neuf, qui arrive avec un œil tout neuf. Au lieu de faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire un rapport d'étonnement qui finalement étonne, mais ne détonne que rarement, donc on a fait ce qu'on a appelé un travail d'introspection, bien sûr avec un rapport à la clé. Introspection, c'est d'abord redonner du sens. Que le sous-directeur qui arrive ne passe pas pour le cost-killer moyen ou celui qui veut tout renverser, c'est moi qui assume. Je lui demande avec ses équipes un travail d'introspection qui consiste à se poser des tas de questions. Finalement, c'est quoi votre boulot à vous? C'est quoi le sens de votre travail? Ah oui, moi je prépare tel type de formulaire, etc. Ah, c'est pas tout à fait comme ça qu'on le voit. Par exemple, pour tous les gens qui sont responsables de ce que nous appelons les mémoires de récompense, et je sais que pour votre président, c'est aujourd'hui un jour particulier, l'Ordre national du mérite. C'est bien ça. Je l'ai dit, il ne fallait pas que je le dise. Je l'ai fait délibérément, pardonnez-moi. Donc, il y a tout ce travail à faire. Bah, moi, je m'occupe des mémoires. Ah non, votre rôle, c'est d'être le garant au niveau national de la reconnaissance, de la distribution plutôt de reconnaissance qu'on doit à nos 100 000 gendarmes d'actifs et à nos 30 000 réservistes. Ça fait 130 000 personnels qui sont sur le terrain. Vous êtes les garants de cette distribution de reconnaissance à travers tous les leviers. J'en ai cité un, mais en termes de reconnaissance, il y en a bien d'autres. C'est pas tout à fait la même chose que de dire, moi, mon travail, c'est de faire de mettre en état des dossiers pour que les gens puissent avoir telle déco. C'est pas ça du tout. Vous voyez ce travail. Ensuite, les procédures. Comment on fait dans votre domaine pour produire ce que vous devez produire? D'accord? Est-ce qu'il y a des choses, finalement, dont vous avez le sentiment qu'elles ne servent pas? On va regarder avec vous, on vous confirme ou pas que finalement, les tableaux, etc., que vous tenez ont un intérêt statistique. Mais qui finalement n'ont jamais conduit à une décision structurante depuis X années. Très bien, on arrête ces tableaux, ils ne servent à rien. Sinon qu'à informer, s'il n'y a pas de décision qui en découle, on arrête. Et puis, avec quels outils vous faites votre travail? Est-ce qu'il y a des choses dont vous êtes convaincu que si on les mettait en œuvre, vous, madame, qui êtes vraiment, ou vous, monsieur, qui êtes vraiment au bout de la chaîne de production, qu'est-ce qu'il faudrait que vous travailliez mieux? Et là, on a plein d'idées qui émergent. Donc ce travail d'introspection, c'est ce que j'appelais la mise en état de l'outil. Et bien sûr, ça nécessite derrière des réponses, bien évidemment. Alors des réponses, et les gens comprennent qu'on ne peut pas les apporter dans les 6 mois ou même l'année qui vient, mais ils comptent sur leur hiérarchie, effectivement, qui a été attentive
la manière dont ils produisaient effectivement le service qu'on leur demande de produire. Ils ont confiance effectivement dans l'amélioration des conditions de production. Donc cette mise en confiance, ce sens qu'il faut donner à travers cette démarche d'introspection, pour nous, ça a été vraiment la première clé de succès identifiée. La deuxième, bien sûr, c'est le besoin de concret. Et ce besoin de concret, c'est qu'il faut qu'on ait ce que nous appelons tous ici dans cette salle les quick wins, mais des choses vraiment concrètes qui arrivent à changer rapidement le quotidien des individus, ce qui permet de garantir qu'il n'y a pas d'écart démesuré entre le discours et les réalisations, parce que là on est totalement démonétisé. Si au bout de quelques mois ils n'ont rien vu venir en fait, quoi. Donc voilà les deux grandes clés du succès qu'on avait identifiées, qu'on essaie de tenir pour terminer, parce que maintenant on est à 2 ans, on est même au-delà des limites qu'on s'était données en termes de réalisation, donc ça avance plutôt bien. Il y a beaucoup de difficultés, mais on essaie d'y répondre. J'ai certainement dépassé, cher François, j'en suis navré. Non, mais merci beaucoup Armando de cette présentation ultra synthétique. Alors tu as balayé très rapidement pratiquement tous les éléments de la fonction RH, le recrutement, la formation, l'amélioration des compétences, la gestion prévisionnelle des carrières, la gestion RH proprement dite. Il y a un sujet que tu n'as pas abordé sur lequel j'aimerais qu'on finisse, qui est le dialogue social, parce que dans les entreprises privées et publiques, il existe des syndicats et un DRH a une mission de dialogue social. Est-ce que tu peux nous dire rapidement à nos amis comment fonctionne le dialogue social, eu égard à toutes les contraintes du statut militaire dans la gendarmerie nationale ? Effectivement, il faut que je vous dise quelques mots sur le modèle de dialogue social que nous avons en gendarmerie. La gendarmerie est une force armée, comme je le disais tout à l'heure, et comme vous le savez certainement, dans le modèle d'armée française, il n'y a jamais eu et il n'y a pas de syndicat. Par contre, depuis maintenant une quinzaine d'années, on va dire, il y a des représentants du personnel qui sont vraiment des gens qui sont en prise directe avec la hiérarchie au niveau auquel ils sont associés et qui ont pour mission, en termes de dialogue social, de faire remonter les difficultés qu'ils connaissent dans l'exercice effectivement des métiers auxquels ils sont associés. Les situations individuelles également, ça on y tient beaucoup parce que comme je vous le disais, on est très déconcentré, très éclaté sur le terrain et on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout savoir, donc il est important que les gens aient des représentants du personnel qui puissent s'occuper de leur situation individuelle lorsqu'elle pose vraiment difficulté. Donc ça c'est pour le modèle générique. Maintenant on a toute une organisation, bien sûr, du dialogue social, depuis l'entité que nous appelons, nous, l'unité, en fait, dans notre jargon, qui est la compagnie, si vous voulez, au niveau d'un arrondissement sur le terrain, puis le département, ce que tu appelais groupement tout à l'heure, puis la région, et enfin au niveau national, on a diverses strates de dialogue social. Et pour faire simple, en fait, on a des élus locaux, puisqu'ils sont élus, j'ai oublié de vous le préciser, ils sont élus, on a franchi ce pas. Les autres armées qui relèvent, elles, du ministère de l'Intérieur, que nous avons quitté il y a une douzaine d'années en termes de rattachement organique, mais à laquelle nous sommes totalement liés sur toutes ces valeurs et sur tous ces éléments fondamentaux du statut général qui est le nôtre, que nous partageons, ont leur propre système, mais ont suivi aussi ce sens de l'histoire finalement, qui était l'élection des représentants du personnel. Donc plusieurs niveaux de dialogue social, des élus locaux, comme je vous le disais, des élus nationaux, puisque nous avons un conseil supérieur de la fonction militaire qui est dans la main de la ministre des Armées et co-présidé par le ministre de l'Intérieur pour ce qui concerne les gendarmes. Et nous avons un conseil de la fonction militaire gendarmerie cette fois-là qui est dans la main du directeur général de la gendarmerie. Ce sont nos élus nationaux, notre parlement à nous. Quand on doit vraiment faire évoluer les conditions de travail, les conditions de gestion, les moyens qui sont à leur disposition. On a des sessions annuelles, 4 par an en fait, et des sessions extraordinaires s'il le faut, où on convoque, ils sont 75 pour ce qui concerne le Conseil de la fonction militaire gendarmerie. Et ce sont vraiment des gens qui sont formés, qui ont du temps aussi à consacrer à leur mandat et qui pour nous sont une aide absolument exceptionnelle pour bien comprendre effectivement les vraies contraintes et contraintes réelles en termes de conditions d'exercice du métier qui viennent vraiment nous éclairer avec une liberté d'échange absolument totale, même si ça peut surprendre dans une institution militaire où la verticalité dans l'opinion
en général est extrême. En fait, pas du tout. C'est vraiment, il y a beaucoup d'horizontalité dans tout ça. Ils nous disent vraiment les choses et c'est pour nous la garantie de ne pas être hors cible comme on le serait si on n'avait pas cette chance. Donc voilà pour ce qui est du modèle de dialogue social. 2 mots sur le dialogue avec les personnels civils, puisqu'on a nos représentants, bien sûr, syndicaux pour les 4500 personnels civils que tu évoquais tout à l'heure. Là, on est dans un dialogue social tout à fait conventionnel, comme on le trouve dans le reste de la fonction publique, avec le niveau de dialogue social, j'allais dire terrain, qui est le nôtre finalement, puisque pour le reste, les agents civils qui servent en gendarmerie sont administrés en termes de décisions administratives par le ministère. Moi, je ne gère que les décisions de proximité et le dialogue social de proximité les concernant. Merci beaucoup Armando. Je crois que nous allons tenir les délais, hein, donc c'est tout à fait extraordinaire. Donc, ce que je voulais vous dire peut-être en conclusion, merci évidemment au général de Oliveira, je pense, pour cette présentation qui a sans doute dû vous étonner par sa modernité et puis peut-être dans l'image générale, la gendarmerie n'a peut-être pas la population n'a peut-être pas cette vision de l'institution, donc merci Armando là-dessus. Armando, c'est sa dernière année dans l'institution, mais il va continuer de servir, j'en suis certain, peut-être dans le service public ou pourquoi pas dans le privé. Donc en tout cas, moi je voulais te remercier de t'être rendu disponible pour cette manifestation qui est vraiment importante pour Esprit de service. Et donc merci à toi de ta contribution. Bravo. Merci beaucoup. Merci.